Bonjour et bienvenue dans Avocat. Merci de votre fidélité, merci de nous suivre régulièrement. Cette émission qui répond à toutes vos questions juridiques, qui vous apporte des solutions à vos petits tracas de droit avec nos avocats qui composent cette équipe aujourd'hui, avec notre avocate au barreau du Val d'Oise, Sandra Salvador. Bonjour Sandra. Bonjour. Bienvenue. Merci. Tout va bien? Tout va bien, impeccable. Avec vous, dans un instant, nous allons parler encore du divorce, de séparation plus précisément. Pas de divorce exactement, séparation. C'est dans quelques minutes. À côté de vous, bien sûr, Éric Decomont et sa moto. Maintenant, c'est devenu comme ça. Ça y est, c'est sa particule. Notre avocat au droit routier. Bonjour Éric. Bonjour Yves. C'est vous qui ouvrirez le bal dans un instant. Donc soyez grand prêts. plaisir. On parlait de radar embarqué, vous allez voir. Ouais. Hein, peut-être même sur votre moto pour en fixer un, mais elle n'en pensera plus par contre. Et à vos côtés, Myriam Lasserie, avocate au barreau de Paris. Bonjour Myriam. Bonsoir Yves. Comment ça va? Très bien, au mieux. Avec vous, des violences conjugales. Et oui, beaucoup de questions toujours. sur ça. Et toujours, malheureusement, il y en a beaucoup, mais c'est très intéressant de savoir comment faire lorsqu'on est confronté à ce genre de difficultés. On commence donc par Éric Decomont, notre avocat en droit routier. Voici la question qui vous a été envoyée, mon cher Éric, sur le www.avocat.net. J'ai reçu un PV pour excès de vitesse. Jusque-là, c'est votre quotidien. Pourtant, je suis sûr de n'avoir pas vu de radar, ni automatique, ni mobile, nous dit ce téléspectateur. Alors, il venait d'où ce radar? Comment est-ce qu'il a pu être flashé? Alors, qu'il n'ait pas vu de radar automatique, c'est-à-dire les petites boîtes sur le bord de la route, on veut bien le croire. Qu'il n'ait pas vu de radar mobile, il doit se tromper parce qu'il veut parler sans doute de nos petites jumelles ou de nos petits caméscopes qui ne sont pas des radars mobiles, qui sont des radars fixes déplaçables, mais qui au moment où ils prennent la mesure sont fixes. Je le dis en passant très vite. Pourquoi ? Parce que quand un radar est fixe, vous avez une diminution technique de 5%. Ah. Quand il est mobile, c'est 10%. Donc c'est important de savoir. Donc c'était bien un radar fixe dont il parlait en disant « j'ai pas vu de jumelles ». Même si c'est transportable. Hein. Bien, exactement, même s'il est déplaçable et transportable. Et justement, ça nous fait la transition. Car de quoi il a été victime? D'un radar mobile, le seul, le vrai, c'est-à-dire un radar placé dans une voiture, banalisé bien entendu en général, sinon ça ne marcherait pas, et qui se déplace dans la circulation et qui vous flash, si j'ose dire, en douce, à savoir soit quand vous doublez, soit maintenant avec les nouvelles techniques, quand vous croisez le véhicule, c'est également possible. Il vient d'en face, donc il flash par devant. Il peut flasher par devant, il peut flasher derrière quand vous le dépassez. Devant, ce n'est possible que si c'est une route genre départementale ou nationale. Si c'est une autoroute ou une route séparée par un terre-plein central, une 4 voies, c'est pas possible. Pas. Mais en tout état de cause, c'est comme ça que ça a dû se passer pour lui et c'est pour ça qu'il tombe des nues. Parce qu'il n'a pas du tout vu qu'il avait été flashé. Et là, d'un seul coup, il découvre que ce jour-là, à un endroit où effectivement il est passé, à une heure où il était en excès de vitesse. Et ça a été matérialisé par une photographie. Et donc, on ne sait pas dans quelle voiture ça peut se trouver, c'est banalisé. Non. Alors, j'ai entendu parler de nouvelles dispositions, donc des radars mobiles, donc dans des berlingots, c'est ça, les Citroën? Oui, on a commencé avec des Mégane, des 208, si je crois bien. Des et là, Porsche. Là, on fait vraiment dans le populaire, puisqu'on en arrive effectivement à des berlingots. Ça finira peut-être à vélo, voilà, avec des hirondelles. Flashé par un Vélib, ça fait mal au cœur. Hein. Non, effectivement. Bon, ce sont des véhicules totalement banalisés. Ce sont des véhicules qui sont absolument pas repérables. Même les appareils sont pratiquement invisibles maintenant, souvent dissimulés derrière des plaques d'immatriculation, pratiquement pas repérables. Mais il y a quand même une bonne nouvelle pour ceux qui n'apprécient pas de perdre des points et de se faire verbaliser, c'est que, une nouvelle fois, comme pour les radars automatiques placés sur le bord des routes, les pouvoirs publics ont fait le choix d'un système automatisé de verbalisation et, bien entendu, de répression ultérieure. Ça veut dire quoi en pratique? Ça veut dire que 9 fois sur 10, le conducteur n'est pas identifié. Les photographies sont prises la plupart du temps de dos, notamment pour ne pas rater les motos qui n'ont pas de plaque à l'avant et qu'on peut prendre que de dos. Et à partir de ce moment-là, le droit applicable, il est très simple. C'est au parquet, c'est à la partie poursuivante, c'est au pouvoir public, disons, pour simplifier, de démontrer qui conduisait. Comme ils ne peuvent pas démontrer que vous conduisiez votre véhicule, le titulaire de la carte grise, le propriétaire, peut se contenter de dire « c'était pas moi ». Il aura à payer une redevabilité pécuniaire pour les finances de Bercy, mais il ne pourra pas être poursuivi, condamné pénalement, et il ne perdra pas de points, il n'aura pas de suspension de permis de conduire. C'est le bon aspect des choses. Parce qu'on rappelle qu'on ne doit pas non plus dénoncer, on n'a pas l'obligation de dire qui conduisait. Vous avez tout à fait raison. Il n'y a aucune obligation de délation en la matière, quand bien même vous saviez pertinemment qui conduisait.
Rien ne vous interdit de le faire si vous le souhaitez, mais rien ne peut vous y obliger. Merci mon cher Éric de Caumont pour cette réponse précise. Donc ne percutez pas toutes les berlingots que vous allez croiser en rentrant chez vous ce soir. C'est peut-être pas forcément des voitures qui ont un radar embarqué. Plein d'accidents ce soir. C'est Emmett de Caumont, je l'ai entendu dire les berlingots, je rentre dedans. Non, calmez-vous, tout va bien. Merci beaucoup mon cher Éric. À vos côtés, Myriam Lasri, avocate au barreau de Paris. Et parfois, les accidents de la voiture ou les radars, ça peut créer des conflits dans le couple, et qui parfois malheureusement dégénère en violence conjugale, avec une question qui vous est adressée sur avocat.net. Ma chère Myriam, mon mari ne cesse de m'injurier et de me dénigrer. Il me harcèle moralement tous les jours. Puis-je déposer plainte pour cela? Est-ce que, heureusement, il n'y a pas de coup physique porté, mais enfin, parfois, moralement, on peut avoir plus de dégâts que physiquement. Est-ce que ça peut justifier une plainte, par exemple? Tout à fait. En pur droit, Yves, les lois protectrices en matière de violence conjugale consacrent de manière incontestable aujourd'hui la violence psychologique, parce que la violence psychologique peut prendre des formes terribles et avoir des conséquences difficiles. Les formes qui peuvent relever de la violence physique, ce sont des agressions verbales, ce sont des humiliations, c'est une façon de dégrader la victime en permanence. Ça peut harcèlement, en fait. Voilà, exactement, du harcèlement. Il y a aussi quelques comportements étranges. Ça peut être, par exemple, la confiscation de documents d'identité, de passeports, de cartes vitales. Ça peut être l'interdiction faite au conjoint de voir ses amis. Ça peut être dans le but, si vous voulez, ces violences-là psychologiques, elles sont tendues vers l'isolement de la victime. Donc ça peut provoquer un énorme stress et la personne qui va avoir aussi une confiscation de ses moyens financiers, comme la carte bancaire, etc., va se retrouver vraiment tôt ou tard dans une posture très compliquée. Donc la plainte lui est ouverte. Elle peut pousser la porte d'un commissariat, elle peut déposer une plainte, c'est tout à fait recevable et on ne peut pas d'ailleurs l'en détourner. Ensuite, qu'est-ce qu'elle fera de cette plainte? C'est peut-être la vraie question. Est-ce que cela suffit aujourd'hui pour saisir immédiatement le juge aux affaires familiales et demander tout ce que l'on peut demander, à savoir une ordonnance de protection, le fait de pouvoir résider séparément, etc. Je vous avoue que je suis circonspecte. En revanche, cela peut servir à un dossier ultérieur, malheureusement, s'il y a un crescendo dans cette violence, puisqu'elle peut aboutir à de la violence physique. Oui, donc la victime aura préparé, notamment aussi avec un certificat médical, parce qu'en matière de violence psychologique, on peut avoir une incapacité de travail très importante. Les dommages moraux résultant de la violence physique, surtout sur du long terme, peuvent être très importants, très délabrants. Et puis très souvent, ça commence par des violences psychologiques et ensuite, malheureusement, il y a du passage à l'acte. Donc c'est aussi tirer un peu la sonnette d'alarme et ne pas attendre que malheureusement ça s'aggrave. Voilà, et accumuler peut-être des preuves de manière à ce que le jour venu, malheureusement, si un seuil est franchi, on puisse arguer de ce que l'on a fait auparavant en termes de main courante ou de dépôt de plainte. Mais il y aura sûrement quand même, j'imagine, concrètement une difficulté lorsqu'on arrive au commissariat. On dit aux policiers qui nous reçoivent, mon mari me dénigre, dit que je suis moche tous les matins, je vais déposer une plainte. Je ne suis pas certain que ça passe. Peut-être, mais si la victime arrive munie d'un certificat médical qui dit qu'elle est dans un état de grande précarité psychologique, les policiers peuvent tout à fait lui permettre de déposer cette plainte, d'autant qu'ils ne peuvent pas s'y opposer, je le rappelle, mais en tout cas, elle ne peut pas encourir le ridicule. D'accord, oui, c'est déjà important. Voilà. Merci beaucoup, ma chère Myriam Lasri, avocate au barreau de Paris, pour cette réponse précise sur ces violences conjugales qui ne cessent de nous alimenter, malheureusement, avec de nombreuses questions. En tout cas, j'espère que ça se réglera pour vous, mais donc prenez les devants et allez déposer une plainte immédiatement. On passe à vous, Sandra Salvador, avocate au barreau du Val d'Oise, à Pontoise. On a déjà des confrères qui sont venus il n'y a pas très longtemps d'ailleurs de Pontoise, toujours très sympathique. Très beau palais à Pontoise. Je ne sais pas si votre moto, Eric, va jusqu'à Pontoise, mais en tout cas, faites attention. Il faut remettre de l'essence dedans parce qu'elle consomme comme un gouffre. On y arrive quand même. Et avec ça coûte 200 €, mais vous êtes bien. J'y arrive. Alors, une question pour vous, Sandra. En droit de la famille, bien sûr. Voici cette question. Mon ami et moi, nous séparons après 20 ans de vie commune. Mais nous n'avons pas été mariés. Nous avons 2 enfants. Ils gagnent 6 000 € et moi 1 500 € par mois. Ai-je droit à quelque chose financièrement, j'imagine, c'est la question. Oui. Ils ne sont pas mariés, mais il y a une disparité des revenus. Effectivement. Alors, qu'est-ce qu'elle peut demander ? Je pense que c'est un parallèle à faire avec la prestation compensatoire, la fameuse prestation compensatoire qui est versée par l'un ou l'autre des époux lorsqu'il y a une disparité de revenus qui crée un déséquilibre financier et donc une vie qui va être complètement différente pour celle qui avait 1 500 € et qui avait quand même une partie des revenus de son conjoint à ce moment-là. Et cette prestation compensatoire, malheureusement, elle n'est recevable que lorsqu'on est marié dans le cadre de concubinage.
mariage, vous ne pouvez pas solliciter une prestation compensatoire devant un JAF. Par contre, il y a 2 enfants apparemment qui sont issus de ce couple, et dans ces cas-là, vous pouvez demander une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, ce qu'on appelait avant la pension alimentaire. On a changé le terme parce que c'est quand même un peu plus sympathique de contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants que de verser une pension alimentaire. Oui, mais c'est plus compliqué, mais c'est Je plus trouve que le terme est quand même plus approprié parce qu'effectivement, on contribue et ce n'est pas quelque chose qui est péjoratif quand on parle de contribution. Et c'est la seule chose que cette dame-là pourra solliciter, donc une contribution qui sera fixée. Alors, il y a des barèmes indicatifs. Communément, on s'accorde à dire que la pension elle est l'équivalent de 10% des revenus à charge de l'autre parent. Et puis, c'est fixé en fonction des ressources, à proportion des charges de chacun et surtout de l'intérêt des enfants, s'ils ont des spécificités par rapport à leurs charges. Est-ce qu'ils ont un traitement médicamenteux particulier? Est-ce qu'ils ont besoin de soins? Est-ce qu'ils sont en école privée? Voilà, c'est la seule chose qui pourrait être sollicitée dans ce cadre-là. Donc uniquement une pension alimentaire, pour reprendre le terme que vous ne reprenez pas, pour les enfants, mais évidemment, même si on a 30, 40 ans, 50 ans de vie commune et qu'il y a quand même une disparité après la séparation, si on n'est pas couvert par le mariage, on ne peut rien demander à ce titre. Non, il y aura même pas pas de des dommages-intérêts, parce que voilà, bon, il y a une rupture des qui nous a fiançailles causé un éventuellement, préjudice. mais est-ce qu'au bout de 30 ans, on serait dans le cadre d'une rupture de fiançailles? Je ne pense pas que ce soit recevable devant un juge, mais en tout état de cause, pas de prestation compensatoire. Donc, est-ce qu'on peut conseiller pour autant aux couples de se marier, ne serait-ce que pour avoir une protection financière? Après, chacun fait comme il veut, mais c'est vrai qu'il y a quand même... Juridiquement, j'aurais tendance à dire que oui, mais humainement parlant, ce serait quand même déplorable de se marier juste pour avoir une protection, une prestation compensatoire en cas de séparation. Ouais. Mais oui, effectivement, à partir du moment où vous êtes marié, vous avez une communauté de biens qui s'établit, donc tout ce qui va être acquis par le couple sera de toute façon en indivision s'il y avait une séparation par la suite, et forcément il y a une protection qui est majeure, surtout en cas de disparité de revenus. Ouais. Donc de toute façon, c'est vrai que si on est propriétaire en commun et qu'on se sépare, on garde quand même sa part dans le cadre de l'indivision, et donc peut-être madame, si elle a acquis quelques biens, elle n'est pas complètement dépourvue. Non, évidemment, non, après, elle pourra toujours solliciter des récompenses dans le cadre d'une liquidation d'indivision, mais dans ces cas-là, c'est une autre procédure, il faut à nouveau... ressaisir le juge aux affaires familiales dans ce cadre-là. En tout cas, c'est bien clair. Pour tous ceux qui nous regardent, évidemment, si vous n'êtes pas marié, que vous vous séparez, peu importe après combien de vie commune, la prestation compensatoire n'existe pas dans ce cadre-là. Il n'y a que ce qu'on contribue pour les enfants éventuellement, mais rien d'autre financièrement, finalement. Tout à fait. Merci beaucoup, Sandra Salvador. Je rappelle que vous êtes avocate au barreau du Val d'Oise, en droit de la famille notamment, mais pas que. Mais enfin, c'est vrai qu'on a beaucoup de questions en droit de la famille sur le www.avocat.net. Merci à tous les trois pour vos réponses précises dans les différents domaines de droit. Je vous rappelle que si vous souhaitez revoir cette émission, il y a un petite page replay que connaît bien Éric de Comment. Vous cliquez, vous voyez toutes les émissions depuis l'origine, depuis le début. On était jeunes à l'époque. Et puis pour envoyer vos questions, bien sûr, www.avocat.net. Rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission. À bientôt.